On est au musée Ghibli. Il y a un petit robot derrière moi. C'est parti pour le musée Ghibli, par contre on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc Créé en 2001, le musée Ghibli est le paradis pour tout fan du studio, avec des expositions sur les univers fantastiques et les techniques d'animation, enrobés dans un décor à l'image de tous ces films légendaires. c'est les toilettes, bordel. Faut quand même que je vous précise que c'est Ghibli qui m'a fait tomber dans la pop culture japonaise. Quand j'avais 17 ans, mon principal centre d'intérêt c'était le basket. J'avais qu'une seule chose en tête, dunker. Donc forcément je matais Kuroko, mais pas grand chose d'autre. Puis un jour, en rentrant de vacances au ski avec des potes, j'ai rematé Le Château dans le ciel et Princesse Mononoke que j'avais vu étant gosse. J'ai pris une grande claque dans la gueule. J'ai enchaîné toute la filmographie de Miyazaki dans la foulée, Nausicaa de la vallée du vent devenant au passage mon film préféré. Je me suis ensuite enfilé tous les films du studio sortis à l'époque, dont certains réalisés par le grand Isao Takahata. J'ai enchaîné avec les films pré-Ghibli de Miyazaki et Takahata. Et une fois que j'avais tout maté et que j'étais en manque, j'ai découvert d'autres grands réalisateurs de la Japanimation. Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii, Mamoru Hosoda, Keiichi Hara, Satoshi Kon, Makoto Shinkai et bien d'autres. Et c'est seulement après avoir vu des dizaines et des dizaines de films d'animation que j'ai commencé à mater beaucoup d'animés. Death Note, GTO, SNK, FMA, Steins Gate, One Punch Man. J'ai rattrapé mon retard autant que je pouvais. Certains animes m'ont marqué à jamais, comme Hunter x Hunter, Devilman Crybaby, du grandiose Masaaki Yusa, dont j'adule le style d'animation, Made in Abyss et ses créatures fantastiques, ou encore Shinsekai Yori et son ambiance unique. Même récemment, je continue à découvrir des pépites comme Mob Psycho 100 ou Chainsaw Man. Je pense aisément avoir maté plus de 200 animés. Et c'était inévitable, mais parallèlement, je suis tombé dans le monde du manga papier, que bizarrement j'avais évité pendant longtemps pour je ne sais quelle raison. J'y ai découvert l'œuvre ultime, Berserk, ainsi que d'autres grands amours comme Fire Punch ou Vinland Saga. Accessoirement, j'ai saigné des JRPG pour finir un jour par tomber sur Dark Souls, créé par l'autre grand monsieur portant ce nom de légende, Hidetaka Miyazaki. Je peux vous le dire, une fois qu'on a goûté au From Software, c'est difficile de revenir sur d'autres jeux, tant la formule atmosphère, level design, bestiaire, combat de boss et challenge fait office de quête ultime. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire merci Ghibli. Lorsque nous y étions, l'exposition temporaire était dédiée à Conan, le fils du futur, une série télévisée d'animation réalisée par Miyazaki et diffusée en 1978, c'est-à-dire 7 ans avant la création du studio. C'est une série post-apo qui prend place dans un monde ravagé après une troisième guerre mondiale. Il ne reste plus que des îlots car la majorité des continents est maintenant immergée. Pour l'avoir vu, franchement je vous recommande la série. On retrouve tous les codes qui feront le succès des futurs films de Miyazaki, notamment Nausicaa de la vallée du vent et Le Château dans le ciel. Et comme toujours, les personnages sont attachants et rigolos. En plus, ça me fume car c'est Brigitte Lecordier qui fait la voix de Conan dans la VF. Moi, je m'appelle Conan. Dans le musée, il y a également des séances de cinéma pour un des courts-métrages de Miyazaki, ceux réalisés uniquement pour le musée Ghibli et visionnables nulle part ailleurs. Celui qu'on a vu Marie et moi, c'était À la recherche d'une maison, réalisé en 2006 par Miyazaki, et qui dure 12 minutes. On suit une jeune fille qui part avec un gros sac pour trouver une nouvelle demeure. Sur sa route, elle rencontre plein de bestioles et des divinités. L'une est une salamandre géante et l'autre ressemble pas mal à Totoro. Enfin bref, le musée Ghibli c'était une dinguerie. Et j'en profite pour parler de l'autre forme de pèlerinage indispensable pour les Ghibli addicts comme nous, les Donguri. Ce sont les magasins officiels Ghibli, qu'on retrouve un peu partout à travers le pays. Oh, la boutique Totoro! Avec tous les Donguri qu'on a fait et la boutique Mamayoto au musée Ghibli, je peux vous dire qu'on a dépensé sans compter dans du merch. Il est
trop mignon. Pour sniffer encore un peu plus de poudre Ghibli, on est allé voir la Nittele Odokei, une horloge géante accrochée à la façade du premier étage de l'immeuble Nippon Télévision, dans le sud de Tokyo. C'est Hayao Miyazaki lui-même qui a conçu l'œuvre, avec l'aide du sculpteur Shashimaru Kunio. Avec son côté steampunk, on y retrouve un peu la même sensation qu'en regardant le château ambulant. À certains horaires précis, l'horloge se met en animation pendant 3 minutes et tous les petits personnages mécaniques prennent vie sur une mélodie du studio. Si vous lisez des mangas ou si vous matez des animés, ou même si vous jouez à des jeux Jap, le mot d'Akihabara doit peut-être vous parler. C'est le quartier électronique de Tokyo. Un lieu incontournable pour les gros weebs que nous sommes. La première chose qu'on a fait, c'est aller faire un tour dans le club Sega pour que je file sa rousse Tamari. D'une main. Là, je l'ai battu tout à l'heure, là, je fais que perdre. On était au Japon pile avant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, et dans la gare d'Akihabara, il y avait une boutique éphémère Zelda. Donc forcément, on a craqué pour un bokoblin. Bon, le ressenti global qu'on avait tous les deux, Akihabara, c'est surcoté. En fait, le flux constant de touristes étrangers pendant plus de 20 ans a contribué à la hausse des tarifs. Et faire des bonnes affaires, c'est compliqué maintenant. Le truc aberrant, c'est que parfois tu trouves une même figurine 3 fois moins chère que celle de la boutique d'à côté. Dans le même esprit, un endroit qu'on a préféré par rapport à Akihabara, c'est Sunshine City, dans le quartier d'Ikebukuro. Littéralement une ville dans une ville, avec le gigantesque Sunshine 60, un gratte-ciel en béton armé de 240 mètres de haut. Lors de sa construction en 1978, le bâtiment était le plus haut gratte-ciel d'Asie, et il a été le plus haut du Japon jusqu'en 1991. C'est un immense centre commercial. À l'intérieur, il y a même un planétarium et un aquarium, et forcément un paquet de boutiques à thème. Il y a un Donguri bien sûr, le Mugiwara Store pour les fans du chapeau de paille, mais le plus impressionnant, ça reste le fucking étage entier dédié à Pokémon, avec le Pokémon Center Mega Tokyo. C'est la jouissance pure pour les fans de Pikachu. Il y a absolument tous les produits dérivés, vêtements, accessoires, bouffe, papeterie, les cartes bien entendu. Mais avec Marie, notre truc, c'est plutôt les peluches Pokémon. Il est un peu gros, non? C'est pas compliqué, je n'en ai jamais vu autant de ma vie. Et je parle en termes de peluches tout court, hein. Il y avait des murs entiers. Mais je crois que le truc le plus dingue, c'est que chaque fucking Pokémon avait une peluche à son effigie. C'est n'importe quoi. Oh, il y a le hibou. Il est là. Il y a un goubou. Au Japon, il existe 13 Pokémon Center, mais celui de Sunshine City est incontestablement le plus grand de tous. À côté, on trouve même un café Pikachu ainsi qu'un Pokémon Go Lab, un espace entièrement consacré à Pokémon Go. Et si ça ne suffisait pas, dans l'étage entre les boutiques, c'est blindé de figurines géantes un peu partout. Ça commence à rentrer maintenant, les boutiques à thème, c'est pas ce qui manque à Tokyo. On peut citer le Jump Shop, mais j'avoue j'étais un peu déçu, ou encore le Square Enix Café. Ça, j'ai bien kiffé. Il va rentrer comment dans la valise, celui-là, là? Ok, ça c'est pas japonais, mais impossible de passer devant sans s'arrêter. Et en vrai, je pensais pas que les Japonais étaient autant tarés de Disney. Prenez une grande inspiration, ça va causer gâchapon. Les machines qui distribuent des petits jouets dans des capsules. Le némésis des collectionneurs. C'est quoi? Oh, c'est celui-là! Oh, c'est celui-là, what the fuck! Vas-y, ouvre-le, attends! What the fuck! C'est vraiment celui-là? Ah, le papillon! Oh, c'est vraiment celui-là, la dinguerie!
Importé des États-Unis et apparu au Japon dans les années 70, de nos jours, il y en a absolument partout. On compte près de 600 000 machines dans tout le pays. Dans Sunshine City se trouve le Gashapon no Depato Ikebukuro, appartenant à Bandai Namco, qui à lui seul contient plus de 3000 machines. Ouais, 3000 de ces bidules dans un unique magasin. C'est tout simplement le plus grand magasin de gâchapons au monde, avec des allées entières de gâchapons. Et je vous jure, c'est plutôt facile de se perdre. Sinon, des gâchapons, vous en trouvez partout en plus petit nombre, dans les salles d'arcade, dans les centres commerciaux, au niveau des gares, ou encore devant les combini. En fait, gachapon, c'est la fusion de deux onomatopées. Gacha, pour le son du tour de manivelle, et pon, pour le son de la capsule qui tombe. Le prix est variable en fonction de la qualité de la petite connerie qu'il y a dedans. Ça va de 1 à 10 balles. Et le piège, c'est que souvent, il n'y a que une ou deux figurines de la collection qui vous font de l'œil. Mais la machine les distribue au hasard, c'est-à-dire grand risque de looter un truc dont je me contrefous. Alors, t'as eu quoi? J'ai eu une menthe, la menthe classique. Je suis un peu déçu. Je dois en mettre 500. J'aurais voulu la philo ou la grosse. Alors bien sûr, dans les petits jouets, on trouve pas mal de merch issus des mangas, des animés, des jeux vidéo et de la pop culture en général. Mais je vous assure que ça va bien plus loin que ça. Ce genre de bail existe. Ouais, il y a des types qui collectionnent des fenêtres miniatures, on est d'accord, c'est un peu chelou. Mais bon, après, je juge pas, perso, je ciblais tout le temps des animaux. Et là-bas, c'est fantastique car il y en a pour tous les taxons. Oh la petite grenouille! Allez, montrez-nous, ouvrez-le. Oh! Oh, elle est trop mignonne. C'est une renette qui coisse. Trop bien. Banger. Oh yes, j'ai une limace de mire. C'est pas mal aussi. Un nudibranche. Un nudibranche. Avec tout ce que j'ai raconté, je pense qu'on a compris. Marie et moi, on aime bien la pop culture, les trucs de geek, particulièrement quand ça vient du Japon. Voici un aperçu de notre appart. Alors en tant que collectionneur, impossible de ne pas se rendre dans le Graal des hard looters, Mandarake. À l'origine, Mandarake, c'est une librairie de manga d'occasion fondée en 1980. Puis avec le succès, d'autres magasins ont ouvert, tous spécialisés dans l'achat et la vente d'une large gamme d'objets de collection pour les gens comme moi. Manga, jeux vidéo, DVD, CD, figurines, cartes à collectionner, cosplay, dessins, contenu pour adultes. Juste à Tokyo, il y a 4 Mandarake. Nous, on a fait celui de Akihabara, sur 8 étages, où chaque étage a son propre thème, ainsi que celui de Shibuya, que j'ai largement préféré. Mandarake est connu pour la grande variété de ses produits en rayon, mais surtout pour la rareté de ses produits. Et en plus, le prix des figurines d'occasion est super compétitif. Oh, le rayon Dragon Quest. Oh, il y a trop de cartes. J'ai trouvé tout un set. Un Toy set Story. Un set Toy Story. Fais voir. Ils y sont tous, il y a Woody et tous ses amis. Celui-là, je l'ai pas, hein. Dans la même veine que Mandarake, voici le temple du jeu rétro. J'ai nommé Super Patato. C'est fou le nombre de vieux jeux, consoles et accessoires qu'on peut trouver dans un état proche du neuf.